Bonjour à tous et bienvenue dans ce format court sur l'énergie. Alors je vais essayer vraiment de faire un format de détail. Cette fois-ci, ça va être un focus dans notre UA, travail, puissance, énergie sur l'énergie vraiment. Et peut-être que je ferai un petit rappel ou deux sur le travail et la puissance, mais je rentrerai pas dans ces thèmes dans les détails puisque ça a fait l'objet d'autres vidéos. Et je vous engage à aller voir les capsules pour reprendre un petit peu ces notions. Capsules que je vous mettrai en description. Alors l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est assez facile à imaginer, on n'arrête pas d'utiliser ce mot, parce que c'est un mot qui est central dans notre société, puisqu'on est dans un siècle de l'énergie. Et on l'utilise à tort et à travers, par exemple quand on dit j'ai plein d'énergie ce matin, ou tiens il est fatigué, il n'a pas beaucoup d'énergie. On a une vision de ce que c'est, mais on a toujours un peu de mal, essayez chez vous là maintenant tout de suite, d'essayer de définir ce que c'est que l'énergie. Alors, c'est un peu compliqué et la définition physique qu'on va prendre, vous allez voir qu'elle est un peu subtile. Alors l'énergie, en soi, c'est la capacité d'un système à fournir un travail. Je vais écrire comme ça, on a déjà vu ce que c'est qu'un travail. Donc l'énergie, c'est la capacité d'un système à fournir un travail. Alors, quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit. C'est-à-dire qu'un travail, ça peut être tout et n'importe quoi. On va aussi parler, pas seulement de travail, mais on peut parler de changement d'état. Et finalement, on va élargir un petit peu cette définition pour bien comprendre. Mais dès que vous faites une action, dès que vous avez besoin de faire quoi que ce soit, eh bien vous avez besoin d'énergie, de quelque chose qui vient nourrir cette action et qui vient vous alimenter. Alors des énergies, il y en a différents types. Je vais vous les lister en vrac. La première énergie, et celle que nous on va voir, c'est l'énergie, je suis un poil à côté, l'énergie mécanique. Alors c'est celle qu'on va étudier cette année. Il faut savoir que c'est une notion qui est un peu centrale dans votre cours, l'énergie d'une façon générale, et vous allez le revoir un petit peu chaque année, et surtout en réto où vous allez voir tous les autres types d'énergie. Là je vais juste vous les lister, on n'ira pas beaucoup plus loin. L'énergie mécanique, c'est l'énergie qui est liée au mouvement. Gardez ça en tête. La mécanique, c'est l'étude du mouvement et des forces. Et donc, on va avoir, dès qu'on a de l'énergie mécanique, on va parler, on va penser force, vitesse, accélération. Tout ça, ça va être dans le cadre de l'énergie mécanique. Évidemment, c'est celle qui va nous intéresser pour nous maintenant. Mais on va en avoir d'autres. On va avoir de l'énergie chimique, on va avoir de l'énergie électrique, on va avoir de l'énergie lumineuse, on va avoir de l'énergie nucléaire. On peut avoir plein de types d'énergie qui vont se transformer l'une en l'autre. Par exemple, un moteur électrique, ça absorbe de l'énergie électrique pour produire de l'énergie mécanique. Ça mange de l'électricité. Si je dessine mon système, j'ai un système, ça c'est un moteur. Ça absorbe de l'énergie électrique et ça ressort de l'énergie mécanique. Alors, on se rend bien compte que si un moteur ne faisait que ça, ce serait idéal, on n'aurait pas de perte. Il y a toujours des pertes, des frottements essentiellement qui viennent augmenter la température, souvent ça se transforme en chaleur, et donc on a des pertes qui sont symbolisées souvent par de l'énergie thermique, une augmentation en fait de la chaleur, enfin de la température, et donc on va mettre chaleur. Mais tout ça, bien comprendre, on a dans tous les systèmes des transformations d'un type d'énergie en un autre. Et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Si on voit une ampoule par exemple, une ampoule ça transforme de l'électricité en énergie lumineuse. Et on a des choses qui font l'inverse. Par exemple, quand on prend un barrage ça transforme
le mouvement de l'eau, la pression de l'eau, donc de l'énergie mécanique, ça va être transformé en énergie électrique. Et à chaque fois, on va avoir des pertes. Et donc, on commence à comprendre un petit peu ce que c'est que l'énergie. En fait, l'énergie, c'est quelque chose qui va me permettre de déplacer un objet, de faire une transformation, d'augmenter la taille. Dès que vous avez une action, eh bien, vous avez besoin d'un carburant. Et ce carburant, d'une façon générale, nous, on va appeler ça l'énergie. Et il y en a plein de types différents, mais dans le cadre de notre énergie mécanique, on va se concentrer sur 2 types. Miaou. Voilà. Du coup, l'énergie mécanique, nous, on va le diviser en 2. Et pour bien comprendre ça, on va y aller par étapes. La première chose qu'on va voir, c'est on va prendre la définition de base du travail et on va remonter du travail vers l'énergie. Alors, prenons une personne qui soulève une masse. Alors quand je dis soulever une masse, hein, c'est littéral. Il a un marteau, hop, là, et il soulève une masse. Cette masse, peu importe ce que c'est, hein, on va mettre M égale 3 kg. Si il a monté cette masse, alors elle a augmenté en altitude. Elle est passée à une hauteur h. Et dans l'action de la montée, le fait de soulever cette masse, eh ben, puisque on a une force qui est le poids, G égale mg, eh bien, je peux dire que le travail nécessaire pour soulever la masse eh bien, il est égal au travail du poids, dans l'autre sens. Et le travail du poids, c'est mgh. Alors, ici, hein, le travail est positif parce que la force que la personne va exercer, elle va être vers le haut. Hein. Lui, il va exercer un travail moteur. Et donc, quand il a soulevé cette masse, il l'a soulevée de mgh. Et dans mon exemple, la masse vaut 3. La hauteur ici, c'est 2 mètres. Hop, je vais vous l'indiquer. Et du coup, 3 fois 10 fois 2. Il a exercé un travail de 60. L'unité du travail, c'est le joule. Et on voit hein, qu'il y a un rapport entre l'énergie et le travail. Donc, cette quantité, ce travail, c'est une quantité d'énergie qui a été nécessaire pour soulever la masse. Donc quand il a soulevé, quand il a porté sa masse, il a dépensé, lui, de l'énergie pour soulever cette masse. Mais cette énergie, elle n'a pas disparu. On l'a vu hein, dans notre système, dès que vous avez de l'énergie qui rentre dans un système, eh bien ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez de l'énergie qui va en ressortir. On peut la stocker, hein, cette énergie, mais ici, elle est devenue quoi, cette énergie? Eh bien, pour y répondre, on va dire qu'est-ce qui se passe cette fois-ci s'il laisse tomber cette masse? Logiquement, elle va prendre en vitesse. Alors, même s'il accompagne le mouvement, on va dire que lui, il n'exerce plus de force. Vraiment, il la lâche, ça marche aussi bien. Qu'est-ce qui se passe? La masse, elle prend en vitesse, elle se déplace, et en se déplaçant, elle fournit un travail. Qu'est-ce qui va fournir un travail? C'est le poids qui va fournir un travail. Et pourquoi ce poids peut fournir un travail? Parce qu'on l'a soulevé au préalable. En fait, on pourrait dire que le fait d'être en hauteur, d'avoir monté la masse en altitude, on a stocké le travail qu'on a mis en œuvre pour soulever l'objet. Donc moi, quand je soulève un objet, j'ai stocké son énergie. Cette énergie, elle est stockée sous forme de travail. Si je lâche, il va prendre de la vitesse et il va me rendre cette énergie, qui n'est qu'un stock. Eh bien, en fait,
quand on a une énergie qui est liée à la hauteur, on appelle ça une énergie potentielle de pesanteur. Pourquoi potentiel? C'est parce que c'est un potentiel. Là, l'énergie, elle est juste stockée, c'est un stock, c'est un potentiel. Et au moment où je vais la lâcher, ce potentiel va augmenter, va diminuer, il va être consommé et il va être transformé en énergie liée à la vitesse. J'y reviens tout de suite à celle-là, mais je veux bien vraiment que vous compreniez que quand il est en haut, mon objet, il a un stock d'énergie. Et que ce stock d'énergie, c'est ce qu'on appelle de l'énergie potentielle de pesanteur. Pour y voir clair, je vais effacer ça. Ne bougez pas, j'en ai pour une seconde. Voilà. Ouais, c'est joli, mais c'est pas très pratique à effacer. Et comment je vais le calculer? Ben, c'est pas très compliqué. Si, quand j'ai soulevé un objet, eh bien, quand j'ai soulevé ma masse, eh bien, j'ai mis cette énergie de côté, eh bien, ça correspond au travail qui a été nécessaire pour le soulever. Et donc, l'énergie potentielle de pesanteur, elle a, pour calcul, M fois G fois H, qui est l'équivalent, en fait, du travail qui a été nécessaire pour soulever l'objet, qui a été stocké sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Donc cette énergie mécanique, elle s'est transformée en énergie potentielle de pesanteur, c'est ce que je viens de dire, qui vaut M fois G fois H. Mais elle peut aussi être exprimée d'une autre façon. Alors en fait, plusieurs, hein. On va juste en donner une deuxième, avec laquelle on va travailler, mais par exemple, quand on presse un ressort, on pourrait en rajouter. Mais ça ne nous concerne pas trop. On va rester un petit peu sur des choses qui ne sont pas trop compliquées. Donc je soulève mon objet. Au moment où je le lâche, il se passe quoi? L'objet, il tombe. Et en tombant, il va aller de plus en plus vite. Il va consommer cette énergie potentielle de pesanteur et il va la transformer en vitesse. Alors, une énergie, c'est pas homogène à une vitesse, donc évidemment, hein, c'est pas juste de dire qu'on transforme de la hauteur en vitesse, ce serait complètement faux. Mais dans une première approche, on va dire qu'il y a une apparition de vitesse liée à la chute. Ça, c'est complètement juste. Hein. Et cette vitesse qui augmente, c'est aussi une forme d'énergie. C'est le fait qu'un objet aille vite. Moi, si je dois l'arrêter, eh ben, je vais devoir fournir un travail pour le contrarier. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a de l'énergie qui est en jeu parce que ça va, moi, me demander un travail de l'arrêter. Et donc, je vais devoir consommer de l'énergie, moi, absorber, pas consommer, absorber de l'énergie pour l'arrêter, ce travail. Et donc, l'énergie potentielle de pesanteur, elle se transforme petit à petit en énergie cinétique. Alors, plus je descends, plus je vais avoir un transfert d'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique. Plus mon objet va être bas, et plus il va aller vite. Et au final, il m'aura rendu toute l'énergie que j'ai stockée. Donc si j'ai soulevé un objet de 2 mètres et qu'il a stocké une énergie de 60 joules, à la fin, quand il sera en bas, il va me rendre ces 60 joules que j'avais stockés. Et donc, petit à petit, quand mon maillet descend, et c'est le principe d'un marteau, il a cette énergie qui va être libérée sous forme de vitesse et il va perdre de l'un pour gagner de l'autre. Donc ça, c'est vraiment pour comprendre. Je vais faire un deuxième schéma pour imager un peu. Donc, je vais partir de ça et on va prendre 2 exemples qui sont des exemples assez compréhensibles, je pense, et on va pouvoir faire 1 ou 2 calculs à partir de ces 2 exemples.
Alors le premier, hein, qui est un exemple assez classique, ça va être bêtement un pendule, parce qu'il est très simple à appréhender et qu'on va pouvoir faire déjà plein de choses avec. Alors un pendule, c'est quoi? Je vais en dessiner un. Un pendule, vous avez un point d'attache, un fil, et au bout de ce fil, une masse. La masse va avoir une trajectoire et différentes positions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette masse oscille d'un côté et de l'autre en remontant à chaque fois jusqu'à la même hauteur. Et donc, je vais avoir différentes positions de pendule. Si je le lâche à l'horizontale, par exemple, hop, normalement, il devrait remonter à l'horizontale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au départ, mon pendule de masse M égale, on va prendre 1 kg, ce sera simple. Il est à une certaine hauteur, H. H initiale, on va appeler cette position la position 0, ce sera simple. Et donc en position 0, il a une hauteur H0, qu'on peut dire par exemple de 0,1 mètre par rapport au sol. Alors attention, hein, la hauteur c'est jusque là. Quand je dis par rapport au sol, c'est pas faux, c'est pas tout à fait juste. C'est par rapport à la position minimale. Donc ici j'ai une position H0. Il a quelle vitesse ici? Bah a priori il va partir comme ça, mais il a une vitesse initiale V égale à 0. Quand je le lâche, moi au moment où je le lâche, il n'a pas de vitesse. Et surtout, il y a le poids qui va le tirer vers le bas. Ok. Donc ça, c'est la vitesse V0. Plus je descends, plus mon objet va descendre, va aller vite dans cette direction. Ici, je suis au point 1. Au point 1, je suis à H1 égale 0 mètre. Par contre, cette fois-ci, il a une certaine vitesse. Et cette vitesse, je vais l'appeler V1. Je ne sais pas combien elle vaut, mais on va le calculer tout de suite. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vous disais que cette transformation, on voit que ici, j'ai de l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à mgh, et que cette énergie potentielle de pesanteur que j'ai en point 0, elle va diminuer, puisque h diminue, et donc elle va être transformée en énergie cinétique. Cette énergie cinétique, elle est liée à la vitesse. Donc je vais voir l'apparition de la vitesse dans ma formule, et elle est liée aussi à la masse. Pourquoi elle est liée à la masse? L'équation est assez facile à comprendre. Si vous prenez un camion lancé à 50 km/h et que vous essayez de l'arrêter, vous comprenez vite qu'il vous faut plus absorber d'énergie que si c'est une balle de ping-pong à 50 km/h que vous essayez d'arrêter. Il y en aura un qui est beaucoup plus facile que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il contient moins d'énergie cinétique. Donc la masse vient jouer aussi. Plus vous allez vite et plus vous allez avoir de l'énergie qui est sous forme de vitesse, et plus vous allez lentement, et plus vous êtes lourd, plus vous avez d'énergie également. Donc cette énergie cinétique, je vais vous donner directement l'équation. On voit bien qu'il y a M, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a V, mais c'est un poil plus subtil que ça. En fait, c'est un demi de mv carré. Et donc cette énergie potentielle de pesanteur que j'ai en haut va se transformer en énergie cinétique jusqu'en bas. L'énergie cinétique que j'ai au point 1, qui vaut 1 demi
de m v carré. Alors, en haut, je suis à la hauteur h0, hein, et en bas, je suis à la vitesse v1. Alors, je vais donner l'information de la masse, mais vous allez voir qu'on n'en a pas besoin. Pourquoi? Je vous dis que j'ai transformé toute mon énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en termes d'équation, l'énergie potentielle de pesanteur que j'ai en 0 va se transformer et donc va être égale à l'énergie cinétique que j'ai en 1. Donc, le mgh en 0 est égal en fait à 1 demi de m v1 au carré. Je peux simplifier par la masse. Vous voyez, on n'a pas besoin de la masse. Sous-entendu, hein, ça c'est quelque chose qui est important. Si on travaille sans frottement, c'est important ça, parce que finalement ça ne marche que dans le vide. Mais sans frottement, si vous lâchez un objet, il descend à la même vitesse qu'un autre. Quelles que soient les masses de ces deux objets, c'est pas important. Quelle que soit la forme de ces deux objets, c'est pas important. Dans le vide, ils tombent à la même vitesse. Une plume et une boule de billard tomberont à la même vitesse dans le vide. Et donc, comment est-ce que je vais pouvoir calculer la vitesse que j'ai en 1? Eh bien, ça devient pas très compliqué. Il faut juste que j'isole le V1. Et donc, je passe le 2 de l'autre côté, je mets la racine. C'est égal à racine de 2 G H0. La hauteur vaut 10 cm. G vaut 1 mètre. Et donc, racine de 2 fois 10 fois 0,1 mètre. Racine de 2, ce qui fait 1,4 mètres par seconde. Et donc, je vais avoir une vitesse, quand je suis en bas, de 1,4 mètres par seconde. Ça marche assez bien, hein. Un pendule, ça marche vraiment bien. Et cette vitesse me permet, moi, d'avoir une transformation. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, ensuite, la vitesse, elle permet de remonter. Et à ce moment-là, je vais avoir de l'énergie cinétique qui va se transformer petit à petit en énergie potentielle de pesanteur. Ne me dites pas ça, hein, mais juste pour simplifier et pour bien comprendre les choses, je transforme de la vitesse en altitude. Ne me dites pas ça. Mais vraiment, pour dire ça, ça marche dans un sens. Ici, je suis descendu et donc ma vitesse a augmenté. Dans l'autre sens, je remonte parce que ma vitesse diminue et je transforme un type d'énergie en un autre. Alors, je pourrais calculer jusqu'à quelle hauteur je remonte, mais en fait, le calcul, c'est exactement le même, mais dans l'autre sens. Et donc, je vais remonter à la même hauteur que ce que je suis descendu. De sorte qu'au final, j'ai toujours la même quantité d'énergie totale qui est contenue dans mon pendule. Et cette quantité d'énergie totale, je peux la calculer en faisant soit à un moment donné où je n'ai que de l'énergie potentielle de pesanteur, je dis que c'est égal à mgh, soit en bas quand j'ai plus d'énergie potentielle de pesanteur, je dis que c'est l'énergie cinétique. Et quand je suis un petit peu au milieu, dans ce point-là par exemple, comment je calcule? Je vais faire la somme, bêtement, de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique. Pourquoi? Parce que l'énergie mécanique, je vous dis que c'est soit de l'énergie potentielle de pesanteur, soit de l'énergie cinétique, soit une composition des deux. Et donc je peux écrire que l'énergie mécanique, c'est de l'énergie potentielle de pesanteur plus de l'énergie cinétique. Et ça, tant qu'on n'a pas de frottement, ça se conserve. Et donc l'énergie mécanique est toujours la même tant qu'on n'a pas de perte par ailleurs.
Donc, ça me permettrait, par exemple, si je prends ce point qui est à 5 cm d'altitude, donc 0,05 mètres, eh bien, je vais pouvoir calculer la vitesse que l'objet a en descente ou en montée, ce qui reviendra au même en fait, puisqu'il y a la même quantité d'énergie au final. Vous voyez vraiment l'énergie comme une quantité globale qui ne change pas, qui est conservée et qui est toujours la même, que vous pouvez transformer d'une façon ou d'une autre, mais au final, vous gardez toujours la même quantité d'énergie. Par exemple, moi, si je dois monter au départ mon pendule, eh bien, je vais faire quoi? Je vais utiliser de la force musculaire pour le faire. Mais la force musculaire, finalement, c'est quoi? C'est juste du sucre que j'ai transformé par le biais d'un moteur qui est mon muscle en énergie mécanique. Et toujours, il faut bien se rappeler que tout ce que je rentre dans un système en termes d'énergie, je le ressors et je le retrouve à la fin. Je peux l'avoir stocké pendant un moment, hein, mais à la fin, je finis toujours par avoir la même quantité d'énergie dans un système. C'est vraiment très important et ça va vous suivre pendant quelques temps. Donc essayez de bien comprendre cette notion d'énergie parce que vous en aurez besoin et peut-être même plus tard, cette notion est vraiment intéressante. C'est vraiment, on est dans un siècle de l'énergie. Du coup, s'il y a quelque chose, une notion qui est vraiment à comprendre dans tout notre cours jusqu'en réto, c'est vraiment cette notion-là. De comprendre que l'énergie, c'est pas quelque chose qui est pas important parce que plus tard, vous aurez besoin d'essence, vous aurez besoin d'alimentation, vous aurez besoin de tout ce qui va vous permettre en fait de vous déplacer, de penser, de vous chauffer, de tout ça, c'est tout lié à l'énergie et aujourd'hui, on est vraiment au cœur de ça. Et d'ailleurs, n'importe quel organisme, il va avoir pour objectif de se reproduire et pour se reproduire, il va avoir besoin d'énergie pour le faire. Donc toutes les histoires de chaînes alimentaires, ce n'est jamais que de la course à l'énergie. On peut essayer de le chercher par le soleil, de la chercher en mangeant des végétaux, des animaux, et tout ça, c'est encore une fois de l'énergie qui est transformée. Nous, ce qui nous concerne pour l'instant, c'est que cette énergie mécanique, qui est soit de l'énergie potentielle de pesanteur, soit de l'énergie cinétique, soit une composition des deux. Mais il y a un peu plus que ça derrière, et c'est intéressant pour vous de bien réussir à le comprendre. Je prends un dernier exemple, mais dans l'ensemble, je ne vais rien rajouter de plus. Le dernier exemple, ça va être la montagne russe. C'est un exemple on ne peut plus classique. J'ai un petit chariot en haut, avec Jean-Louis qui est dans le chariot. Et Jean-Louis va descendre la montagne russe et il va arriver à plusieurs points. Il est en bas ici. Ensuite, il est remonté un peu. Et il redescend tout en bas de la montagne russe. On a plusieurs points. On va essayer de les définir convenablement. Alors, on va avoir le point A, B, C, D. Le point A a une hauteur HA à... Vous voulez prendre combien? On va prendre 40 mètres? C'est
pas mal pour une montagne russe. C'est beaucoup, hein, mais c'est pas grave. Ouais, 40 c'est peut-être vraiment beaucoup. On va prendre 20 mètres. Une hauteur de 20 mètres. La vitesse en A, elle est de 0. Il est en haut de la montagne russe. Mètres par seconde. Et en bas, je suis à une hauteur ici. En B, de HB de 0 mètre de haut. Avec une vitesse VB qu'on ne connaît pas. Et en C, HC est de 5 mètres. Et la vitesse en C, on ne la connaît pas. Alors, comment je fais pour avancer là-dedans? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver les vitesses en B et la vitesse en C. Alors en D, hein, je sais que je suis dans les mêmes conditions que B, parce que c'est pas parce que je suis remonté, moi je n'ai pas de perte. Donc ici ou là, j'irai à la même vitesse parce que c'est la même hauteur. Et donc j'ai dans le même cas la même quantité d'énergie cinétique, et donc j'aurai forcément la même vitesse. Je peux calculer en D, hein, mais je trouverai la même chose qu'en B. Donc on va commencer par ça. Je vais vous faire rapidement de nouveau le calcul, mais vous pouvez même sortir, parce que je veux que vous connaissiez cette démonstration. Vous pourriez, une fois que vous me l'avez démontré une fois dans vos copies, vous pouvez l'utiliser librement. Donc, la petite démo, elle va vite. Au début, j'ai de l'énergie cinétique en A, d'énergie potentielle de pesanteur en A, et pas d'énergie cinétique. Mais dans les deux cas, j'ai de l'énergie mécanique en A. J'ai de l'énergie mécanique en B. Et comme l'énergie se conserve, je peux dire que l'énergie mécanique de A est égale à l'énergie mécanique en B. L'énergie mécanique en bas, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, là où l'énergie liée à l'altitude, plus l'énergie cinétique. En B, pareil. L'énergie potentielle de pesanteur en B, plus l'énergie cinétique en B. Oui, ok. Ok, hein, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a de l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique. Sauf que en A, je peux le simplifier. Je peux le simplifier parce qu'il a une vitesse nulle. Donc, 1 demi de mv carré est égal à 0 si v est égal à 0. Du coup, en A, je n'ai pas de vitesse, donc pas d'énergie cinétique. En B, j'ai bien de la vitesse, mais j'ai plus d'altitude. Donc, le H, ici, vaut 0, et donc l'énergie potentielle de pesanteur vaut 0. Ce qui fait que l'énergie potentielle de pesanteur en A est égale à l'énergie cinétique en B. Et donc, je peux écrire que mgha est égal à 1 demi de mva carré. Petite simplification des m. Hop. Et je me rends compte que va est égal à racine de 2gha. Ah, excusez-moi, c'est VB. Il y en a qui suivent au fond. Ok. Et donc c'est égal à racine de 2 fois G fois 20. De racine de 2 fois 10 fois 20, c'est égal à racine de 10 fois 20, ça fait 200, fois 2, 400, racine de 400. Et ça, c'est égal à 20 mètres par seconde. Ça défrise un peu. Hein. On a toujours des... on va parfois très vite hein, dans ces manèges. 20 mètres par seconde, ça commence à faire sérieusement beaucoup, mais on en a encore qui vont à cette vitesse-là. Et donc j'ai ma vitesse en B. La vitesse en B, c'est donc 20 mètres par seconde. N'oubliez pas les unités. Et oui, vous avez tout ce petit déroulement.
C'est pas très compliqué, je vous demande de savoir le faire. Refaites-le chez vous. Mettez pause à la vidéo, refaites-le. Et ensuite, faut vraiment que vous soyez à l'aise parce qu'après, ça devient un poil plus subtil. Mais jusque-là, c'est facile parce que je n'ai plus de... je n'ai pas de hauteur en B et je n'ai pas de vitesse en A. Donc cette transformation, elle est relativement simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je remonte? Alors j'ai la même quantité d'énergie en haut, j'ai la même quantité d'énergie en bas, et en fait j'ai la même quantité d'énergie totale en C. Et donc qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que plutôt que de parler de B ici, eh ben, je vais regarder directement ce qui se passe en C. Et vous allez voir, ça va être un poil plus subtil, pas beaucoup plus. Vous allez comprendre rapidement, normalement il n'y a pas trop... c'est pas un écueil qui est très grand. Mais ça demande un petit peu de réflexion quand même. Donc, l'énergie mécanique en C, maintenant que je vais m'y intéresser, c'est quoi? C'est pas tout à fait sec. L'énergie mécanique en C, elle vaut l'énergie potentielle de pesanteur en C, plus l'énergie cinétique que j'ai en C. Ah, est-ce qu'il y en a un qui s'annule? Bah, j'ai pas de hauteur, MGH, ce sera pas égal à 0. Et comme j'ai une vitesse, eh ben, l'énergie cinétique sera pas égale à 0 non plus. Je peux pas simplifier. Donc c'est pas grave, on va juste avancer comme ça. Donc MGHA est égal à MGHC plus 1 demi de M VC carré. À nouveau, je simplifie les masses. On va souvent le faire hein, pour simplifier les masses, sauf si je vous demande la quantité d'énergie qui est nécessaire ou le travail fourni pour monter par exemple le chariot, si je dois vous demander de calculer le travail. Voilà. On va parfois utiliser la puissance aussi, mais pour l'instant on en parle pas. Ok, je vous rappelle que mon inconnu, ce que je cherche à la fin, c'est la vitesse. Donc pour ça, il va bien falloir que je l'isole. Alors déjà, on va faire ça en deux temps. On va déjà regrouper les deux. Ça me fait GHA moins HC. J'ai juste passé le GHC de ce côté-là, qui est égal à 1 demi de VC carré. Et donc ça me fait que VC est égal à racine de 2G. Alors c'est pas racine de 2GH, cette fois c'est racine de 2G HA moins HC. Pas de surprise à ce niveau-là. Ça me fait donc racine de 2 fois 10 fois, et là on voit que j'ai pris des chiffres qui vont pas du tout m'aller pour mes calculs, je le ferai pas de tête, hein, je vous laisserai le faire. 20 mètres moins 5 mètres. Voilà. Et donc ça, c'est égal à racine de 20 fois 15. Voilà, vous ne le voyez plus. Et ça, c'est égal à... Je vous laisserai calculer, vraisemblablement... que on devrait être, on était à 15 je crois, bah on va être forcément, on va avoir moins de vitesse qu'avant, donc peut-être quelque chose pas très loin de pas très loin de, on était à 20 mais on va être quelque chose pas très loin de 15. Je vous laisserai de plus au 16-17, je vous laisserai faire le calcul exact. N'oubliez pas l'unité qui est en mètres par seconde. Ok. Pour synthétiser, je vais effacer mon tableau. Voilà, pour synthétiser, l'énergie, c'est la capacité d'un système à fournir un travail. C'est exprimé en joules, et dans le cadre de notre cours, on va parler d'énergie mécanique, puisque c'est lié aux forces et au mouvement. Cette énergie mécanique, c'est la composition d'une énergie
liée à l'altitude, qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur, et d'une énergie liée à la vitesse, qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc, avec cette composition des deux, vous transformez soit de l'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique, soit inversement de l'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur. Dans un système idéal, l'énergie mécanique se conserve en tout point, et donc on a autant d'énergie à la fin que ce qu'on a au départ. Ce système évidemment n'existe pas, mais ça nous permet d'avoir une première approximation et de pouvoir faire un premier pas dans les calculs énergétiques. Et à partir de ça, on va pouvoir parler et faire le lien avec le travail et avec la puissance dans les exercices. Voilà, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Il y a une notion d'énergie qui n'est pas très simple à comprendre, mais pas forcément très difficile de manière calculatoire. Donc je vous propose de regarder un petit peu la vidéo dans un moment un peu plus calme et de reprendre ça un nombre suffisant de fois. Vous allez faire quelques exercices et vous allez voir, ça devrait devenir naturel. En attendant, je vous souhaite un bon courage et un bon travail surtout. Alors, si je prends le chat, que je le lance vers le haut, le chat, le haut, à ce moment-là, est-ce que vous croyez qu'il atteint au sol une vitesse de 1 mètre par seconde? Hop! Je vous laisse faire le calcul. Ça a l'air de marcher. En tout cas, il est redescendu.